Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Effectivement, hier soir, un très beau débat citoyen où le petit déjeuner était aussi sous-jacent. Alors pourquoi effectivement on porte c'est l'importance du petit déjeuner? Je dirais qu'en plus de porter ça, on porte l'éducation à l'alimentation. Je pense que notre pays est effectivement une qualité, a une vision de son alimentation qui est différente d'un certain nombre d'autres pays. On a une vision très qualitative, c'est à la fois effectivement alimentaire, mais c'est également un instant de vie sociale, sociétale. Et on a vu au fur et à mesure du temps cet engagement pour le petit déjeuner finalement baisser. Alors pourquoi il a baissé? Il a baissé pour plein de raisons. La première, c'est que effectivement, notre rythme de vie a fait que on a changé nos habitudes et tout va de plus en plus vite. On a beaucoup plus, et ça a été beaucoup redit hier, de foyers monoparentaux. On a des gens qui sont pressés, qui se lèvent au dernier moment, qui prennent leur voiture ou leur transport en commun et puis qui attrapent un produit, soit en le consommant à l'extérieur, et donc ils ne prennent pas ce temps du petit déjeuner. Et en fait, ce temps du petit déjeuner, il est extrêmement important parce que le petit déjeuner, c'est un élément de notre alimentation qui est constitutif après le jeûne de la nuit, où on a effectivement repris des réserves énergétiques. Et bien on a finalement besoin de se réhydrater, besoin de manger et donc besoin de démarrer, je dirais, une journée avec du peps. Donc c'est un élément extrêmement important de l'équilibre alimentaire des Français, souvent banalisé, parce qu'on va très vite, et puis des fois au profit d'autres moments qui sont plus problématiques. Je pense des fois à des encas qui sont pas terribles le soir, voire des alimentations qui sont beaucoup plus tardives. L'autre point, c'est que dans tout ce qu'on défend sur l'idée de l'éducation à l'alimentation, eh bien, l'alimentation et le repas à la française, c'est effectivement aussi un lieu social extrêmement important. C'est généralement un temps qu'on prend posé, dans lequel on va pouvoir échanger avec ses enfants, avec son conjoint, avec sa famille, etc. Et qui permet finalement en quelques minutes de reprendre un tonus social et sociétal qui est extrêmement important. Donc devant ce désengagement du petit déjeuner, on a décidé il y a quelques années de lancer le collectif du petit déjeuner, donc de tous les gens qui vont autour de ce petit déjeuner à la française, qui est quand même très très atypique par rapport à ce que l'on peut connaître dans d'autres pays. On a beaucoup œuvré, on a aussi milité au travers des collectivités locales et des collectivités territoriales pour le mettre en place. C'est très long. Souvenez-vous, les plus anciens, Mendes France avait mis en place le lait à l'école, donc qui était effectivement un élément, alors qui, pour des tas de raisons également, a beaucoup baissé. Des complexités administratives aussi ont fait que ça s'est désengagé. Mais je pense que c'est ce moment qui est important de réexpliquer en fait l'importance de tous ces moments de consommation qui sont pas là par hasard et qu'on veut absolument redoper. Bien sûr, les évolutions sociales et sociétales font qu'on est obligé aussi de s'adapter dans les produits, dans les modes de consommation, dans les lieux de consommation. Mais en tout cas, c'est de réexpliquer en fait finalement, comme on le fait pour l'ensemble de l'éducation, l'importance de ce moment et qui est le premier contact qu'on a le matin avec notre environnement après effectivement une bonne nuit de sommeil. Voilà, donc je vais laisser la parole à un élément constitutif effectivement du petit déjeuner qui est le pain. Donc voilà, avec effectivement Bruno qui va nous en parler très très mieux que moi. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du pain et l'importance de manger du pain au petit déjeuner parce que le pain est riche en fibres, ça fait partie des éléments importants qui va nourrir les muscles tout au long de la journée parce que c'est un sucre lent. Donc alors il y a beaucoup de détracteurs sur le pain qui fait grossir. Il y a eu une étude qui a été faite sur le pain le plus consommé au monde qui a fait penser que le pain fait grossir. Alors le pain le plus consommé au monde, je ne sais pas si vous le savez tous, mais c'est le pain de mie. Alors forcément le pain de mie, il y a du beurre, des œufs, du sucre. Donc à ce moment-là, oui, ce pain-là, si vous en mangez, même qu'il soit complet ou avec des graines, à ce moment-là, oui, ça fait grossir. Si vous en mangez de trop. Mais par contre, les pains faits chez des artisans boulangers avec des longues fermentations, des produits naturels, là, vous pouvez en manger autant que vous voulez, sans mettre de beurre ou trop de confiture dessus. Évidemment, vous pouvez en mettre, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on rajoute des choses dessus que là, vous pouvez vous dire, à ce moment-là, ça peut éventuellement faire grossir. Mais le pain est très important dans le petit déjeuner.
Et on a la chance en France d'avoir la baguette qui a été mise au patrimoine immatériel à l'UNESCO le 30 novembre 2022. Donc ça va bientôt faire 3 ans que le pain, la baguette, est à l'UNESCO. Donc voilà. Merci beaucoup, merci. Corinne, je vais vous inviter à venir là parce qu'on me dit que vous êtes dans l'ombre quand vous êtes en bas. Donc voilà, c'est... Bonjour Corinne, à tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le lait est un aliment ou une boisson, je ne sais pas, il faut peut-être nous éclairer, incontournable pour le petit déjeuner, en particulier pour les enfants? Alors, boisson ou aliment, je dirais sans être normande les deux. Une boisson, oui, puisqu'elle permet de se réhydrater. Le lait est composé à 90% d'eau, mais c'est bien plus qu'une boisson, puisqu'en fait, le lait est un aliment extrêmement complet avec pas mal de nutriments qui est important. Il est composé de protéines. Pour 100 millilitres de lait, c'est 3,3. Oui, si je dis. Il est composé d'un peu de sucre, mais le sucre qui est important puisqu'il va permettre d'assimiler le calcium qui est dans le lait. On a aussi pas mal de magnésium, de phosphore, de potassium. Donc en fait, cette matrice du lait va être importante pour notre corps. Et à ma connaissance, il n'y a pas de boisson aussi complète en nutriments. Et pourquoi, à votre avis, on consomme de moins en moins de lait au petit déjeuner? Pourquoi finalement les gens se détournent du lait? Et y a-t-il un moyen de remplacer le lait par d'autres boissons qui lui ressemblent? Alors, le lait est de moins en consommé. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le lait est consommé principalement par des enfants au petit déjeuner. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, le petit déjeuner est de plus en plus zappé, même si là, il y a une étude récente qui montre que finalement, cette année par rapport à l'année dernière, les gens reviennent au petit déjeuner. Et en fait, on s'aperçoit aussi que le déjeuner n'est pas totalement zappé, il n'est pas pris à la maison, mais il est pris à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le petit déjeuner se réintègre dans notre quotidien. La question, je me suis égarée. Pourquoi les gens s'en détournent du lait? Et par quoi on pourrait le remplacer? Alors, il n'y a pas d'aliment en tant que tel qui pourrait le remplacer, hormis de prendre plusieurs aliments, par exemple un yaourt pour apporter le calcium, ou voilà, mais multiplier les aliments. Je tendais une perche aux boissons végétales. Est-ce que ça peut remplacer le lait ou pas? Alors, en termes d'hydratation, oui. Par contre, pas en termes de composition nutritionnelle. Alors, la boisson soja va être la boisson qui se rapproche le plus du lait, mais par contre, ne contient pas naturellement de calcium, puisqu'aucun végétal ne contient du calcium. D'accord, merci beaucoup. On a pas mal d'échantillons, de bouteilles de boissons végétales. On vous invite, si ça vous intéresse, de goûter les différents parfums. C'est une aventure intéressante. Voilà, merci beaucoup Corinne. On va appeler Benoît Gilles, qui est président du comité Interfel Région Centre-Val de Loire, pour nous parler des fruits au petit déjeuner et nous dire quelles sont les principales évolutions de consommation des fruits au petit déjeuner. Eh bien, les principales évolutions des fruits, déjà, vous les connaissez, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 20% seulement de la population respecte les recommandations du PNNS, les fameuses 5 portions de fruits et légumes par jour. Ça, c'est quelque chose, hélas, d'assez constant. Et à l'intérieur de cette consommation-là, les évolutions font vraiment écho au petit déjeuner, puisqu'en fait, on voit qu'avant 11 ans, on a plutôt des enfants qui consomment des fruits. Il faut savoir que dans la totalité des fruits, là je parle transformés et frais, un tiers de la consommation de tous ces fruits-là est au moment du petit déjeuner. Donc c'est une consommation qui est importante. Et après, on a donc plutôt une population active, donc à partir de 11 ans, c'est pas encore tout à fait actif, mais jusqu'à 45 ans, qui là sont vraiment fortement en dessous des recommandations. Et au-delà de 45 ans, on reprend des bonnes habitudes de cuisine, de petit déjeuner. Et là, on retrouve des consommations qui sont
plus forte, plus proche des recommandations des nutritionnistes. Et on a aujourd'hui une évolution de cette consommation qui est relativement stable en volume au niveau de nos produits. Et on essaye par contre au niveau du comité régional de faire le maximum de démarches pour justement dynamiser cette consommation, communiquer sur les bienfaits de nos produits, et en particulier au niveau de la partie enfance, le programme lait et fruits à l'école, vous parliez du lait à l'école, mais il y a maintenant un programme européen qui est le lait et le fruit à l'école. Donc c'est une façon de montrer et de mettre dans les habitudes alimentaires des jeunes la consommation de fruits et légumes. Vous pouvez nous parler de ce programme lait et fruits, parce que moi j'ai entendu dire que il n'y avait pas le quart du quart de ce qu'on pourrait utiliser qui était distribué dans les écoles. Alors le moins du quart, c'était il y a quelques années, et vous avez totalement raison, parce que le programme a largement plus de 10 ans, et on était sur des taux de distribution qui étaient autour de 10-15%, enfin c'était vraiment très peu sur les 16 à 18 millions qu'on avait de subventions européennes pour le faire. Aujourd'hui on dépasse la moitié, donc ça veut dire que depuis quelques années les réformes mises en place ont porté leurs fruits. Donc le principe est relativement simple, et c'est justement parce qu'il s'est simplifié que le programme marche mieux. C'est de proposer sur des temps, alors qui ne sont pas le petit déjeuner, mais qui sont quand même potentiellement le matin, à la pause, ou maintenant le midi, de sponsoriser, on va dire, de financer, soit la distribution, soit la qualité supérieure d'un produit à certains moments, dans certaines conditions, pour justement aider les enfants soit à consommer plus, soit à consommer mieux, et encore une fois, mettre dans leurs habitudes alimentaires le fruit frais, puisqu'on sait aujourd'hui que, comme j'ai dit, c'est quelque chose d'extrêmement important, les fibres, les vitamines, l'hydratation. Et en plus, c'est aussi des densités énergétiques, je ne sais pas si le terme est bon, mais qui sont relativement faibles. Et donc, en mettant ça dans l'habitude des jeunes, on va les aider à être en meilleure santé et à consommer plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut préserver notre souveraineté alimentaire au niveau des fruits? On sait qu'elle est bien mise à mal, et voire même en péril, tout en conservant une certaine diversité, parce que on pourrait manger que des pommes, mais visiblement c'est pas l'envie de tout le monde. Donc comment arriver à faire cette bascule? Alors là-dessus, la région Centre est assez représentative justement pour expliquer cette dichotomie entre le besoin de produits qui viennent aussi de l'extérieur de la France ou de la région, et en même temps l'importance de notre souveraineté. Sur la partie fruits, on représente 4% de la production pour 4% de la population. Donc globalement, on pourrait se dire que c'est équilibré. Mais le premier fruit consommé reste la banane, par exemple, qui est un fruit qui est très bon puisqu'il est énergétique. Il a une diffusion de la glycémie qui est assez lente dans le sang, et il y a plein d'oligo-éléments et de vitamines. Et en même temps, on produit beaucoup de pommes, beaucoup de poires, beaucoup de fraises et de cerises. Donc en fait, il faut vraiment arriver à maintenir cet équilibre. Pour redonner quelques chiffres, on est à peu près à 50% de taux d'auto-approvisionnement, donc la masse produite par rapport à la masse consommée de fruits et légumes. Donc voilà, c'est un équilibre. Et on a quand même bien plus de 25-30% aujourd'hui qui est imprenable, on va dire. C'est de la banane, c'est de l'agrumes, c'est des produits qu'on ne sait pas techniquement faire chez nous. Donc on parle là-dedans de peut-être 10 à 20% qui pourraient entrer en concurrence. Je pense à la poire, par exemple. Aujourd'hui, on est à peu près à moitié-moitié. Et là, clairement, comment développer ça ? Eh ben, développer déjà par la consommation, pour tout simplement qu'il y ait plus de vente des producteurs, et aussi simplifier les moyens de production, parce qu'aujourd'hui, être producteur, c'est quand même particulièrement complexe, surtout le côté législatif, social, économique. Donc en simplifiant un petit peu les choses, on pourrait favoriser. Je pense que vraiment, aujourd'hui, la part de fruits et légumes où il y a une vraie concurrence, elle est relativement faible. Et si demain on produit plus sur les produits dont je parle, donc je pense à la cerise, je pense à la poire, des produits qui sont challengés. Aujourd'hui, si on arrivait à produire plus, on le ferait mieux parce qu'on a quand même des consommateurs qui sont conscients et des distributeurs qui mettent en avant les produits français. Mais là, c'est vraiment un déficit, je pense, de production. En tout cas, on pourrait vraiment reprendre du taux d'auto-approvisionnement si on avait un peu plus de production. Très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant appeler Aurore. Ouais. Après les fruits, on va parler des jus de fruits, parce que ça aussi, c'est important au petit déjeuner. Il y a quand même une chose qui peine les nutritionnistes et les médecins qui suivent les enfants, c'est que de plus en plus d'enfants boivent du soda au petit déjeuner. Comment convaincre que les jus de fruits ont des bienfaits et sont une réelle alternative à ces boissons trop sucrées pour le petit déjeuner? Aurore.
Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'Open d'accueillir Uniju pour venir parler du petit déjeuner. Florence, merci. Très bonne question. Comment convaincre nous, au niveau d'Uniju, donc qui regroupe l'ensemble des producteurs de jus de fruits et conditionneurs en France, à peu près une trentaine d'adhérents, nous avons mis à jour nos données de consommation. Et nous avons établi cette année un focus particulier sur la nutrition. Donc le jus de fruits, ce sont des principes d'élaboration très simples au niveau du process, la pasteurisation comme vous feriez des confitures. Il n'y a pas d'additifs, d'arômes, c'est vraiment un produit très naturel, du fruit juste pressé. Il n'y a pas de sucre ajouté, on tient à le souligner au niveau de la production parce que c'est très peu finalement connu à ce jour des consommateurs. Donc pas de sucre ajouté dans les jus de fruits. Et donc c'est un produit aussi qui apporte de l'hydratation le matin au petit déjeuner puisque effectivement nous sommes consommés essentiellement au petit déjeuner. La dernière étude montre qu'on est consommé à peu près à 60% nos produits lors du petit déjeuner. Donc ça apporte de l'hydratation. Mais surtout, nous, on a un fort message en fait sur la nutrition. Donc c'est vrai que nos jus de fruits apportent toutes les vitamines aussi et des minéraux qui sont nécessaires dans un équilibre alimentaire et nécessaires pour être en bonne santé. Si je prends l'exemple des jus d'agrumes, en effet, puisque le jus d'orange reste encore premier sur le podium des arômes qui sont plébiscités par les consommateurs, le jus de fruits est premier sur le podium en apport en vitamine C pour les Français, que ce soit enfants, adolescents, adultes. Et ça se complète avec la consommation, et Benoît vient de le souligner aussi, cet aspect, pour les fruits frais, ça se complète effectivement avec d'autres consommations de fruits, d'autres fruits et légumes sous d'autres formes. Donc nous, c'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer. C'est la consommation de jus de fruits, c'est quelque chose qui a aussi un intérêt nutritionnel évident, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on nous dit parfois que les jus de fruits sont très sucrés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on faut pas en consommer tout le temps ? À quelle période ? Comment faire ? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Les jus de fruits sont sucrés, mais à la différence des sodas, comme vous l'évoquiez précédemment, ils sont sucrés. C'est le sucre naturel du fruit qui est présent dans la boisson. Ce qui fait aussi que c'est une grande différence avec des boissons avec sucre ajouté qui, sur le point de vue nutritionnel, sont fort différents puisqu'on n'a pas cet apport en vitamines et en minéraux dont on parlait précédemment. Donc cette présence de sucre, elle est là. Après, le sucre, ça peut être aussi effectivement nécessaire par rapport à la journée, par exemple du sport, une activité, de la mobilité, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas que ça. Et peut-être que ces derniers temps, tout l'aspect vitamines et minéraux a été un peu éludé si on se réfère à d'autres boissons qui n'ont pas cet intérêt nutritionnel. Et par ailleurs, et je tiens à le préciser, nous, chez Uniju, avec les producteurs, les conditionneurs, c'est très très clair, on n'ira jamais dire on n'ira jamais dire qu'un jus remplace un fruit. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. C'est pas du tout notre façon de travailler. Au contraire, nous, on aimerait vraiment amplifier nos partenariats, le travail avec l'ensemble des filières des fruits et légumes. Actuellement, on travaille à regagner une équivalence, d'ailleurs, pour que ce soit beaucoup plus clair pour le consommateur, ce qu'on appelle l'équivalence fruits, dans justement les 5 fruits et légumes qui sont recommandés dans la recommandation française. Donc, on se rend compte que le jus de fruits, ça amène aussi une éducation au goût vers le fruit. Et c'est en cela qu'on aimerait vraiment que ce cercle vertueux soit relancé et qu'on ne soit pas justement uniquement perçu sous le prisme du sucre. Le sucre, il est là, c'est le sucre des fruits. Justement, on est sur un produit tellement naturel que non reformulable. Voilà. En revanche, il y a ce vrai apport nutritionnel à mettre en avant et à travailler avec l'ensemble certainement des familles des fruits et légumes pour retrouver cette consommation qui malheureusement est à la baisse, on s'en rend compte. Nous, par exemple, pour donner aussi un exemple très concret, on s'est quand même, on a quand même relevé le retour du scorbut qui a été signalé par les hôpitaux de Paris, voilà. Et on sait que par un apport en vitamine C
par exemple en consommant des fruits frais, des oranges ou des jus de fruits d'agrumes, bon, c'est quelque chose qui pourrait être quand même un peu modifié et on est très inquiet de la baisse justement de la qualité de la portion aujourd'hui des Français, puisque on sait que les apports nutritionnels des Français sont en chute libre actuellement par rapport aux précédentes études. Voilà. Donc on sait qu'on peut contribuer avec un verre de jus de fruits par jour, comme ça. Ok. Merci beaucoup, Aurore. Merci. Merci à tous pour votre présence. Donc juste, je prends ma casquette école de l'alimentation une demi-seconde pour dire que nous, avec les enfants, on explique qu'il faut jamais sauter le petit déjeuner, que c'est le moment le plus important dans la journée et que si on veut bien apprendre, il faut avoir le ventre plein. Donc c'est vraiment peut-être, vous les jeunes aussi, ne pas sauter le petit déjeuner, ça change tout pour une journée efficace.